comme on le voit aujourd'hui, il y a à peu près 400 000, un peu moins de 400 000 agriculteurs en France, 30% vont bientôt partir à la retraite, et les jeunes évidemment ont du mal à venir, parce que finalement ce n'est pas rentable, c'est même très dangereux avec des suicides malheureusement tous les jours de ces agriculteurs, donc c'est particulièrement dramatique, et donc on voit bien que là aussi on n'a pas permis justement à l'agriculture française de rester avec toutes ces politiques de terre en jachère, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on a sacrifié l'agriculture, puis là on se réveille, ah ben non, il faut la soutenir, ah ben non, mais voilà, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est comme l'industrie, la réindustrialisation, c'était la tarte à la crème, notre président Macron en a parlé, on voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc on est très bon pour le marketing, et pour prendre effectivement les vraies mesures, alors là malheureusement c'est beaucoup plus compliqué, et c'est ce qui fait que l'agriculture aujourd'hui souffre, malheureusement, et va continuer de souffrir. Alors, ce n'est pas lié au Mercosur, hein, bien entendu. Alors, je vous ai mis quand même, là, ici, l'excédent commercial donc, de l'agriculture française. Vous voyez, donc, en 2000-2015, c'était 3,5 milliards par an. Donc, sur une année, on est monté à 5 milliards en 2023. Et là, voilà, on tombe à moins de 1 milliard. Donc, on vient de le voir, 900 millions. Donc, ce qui, évidemment, c'est très, très limité. Et ce qui montre bien que nos agriculteurs, aujourd'hui, sont là. Ils font un travail formidable. Mais ils souffrent, hein, avec également une hausse des coûts, des cours des matières premières qu'ils ont pris de plein fouet. Et puis ils ont également du mal à vendre, je dirais là aussi au bon prix. Alors on me dit oui, mais il y a la politique agricole commune, il y a l'Europe, etc. Certes, mais là aussi il y a tellement de normes. Hein, c'est ce que je dis souvent. Nous on veut mourir guéri. Si voilà. On a tellement de normes qu'effectivement, alors là on est parfait sur les normes, mais on est mort. Donc ça ne sert pas à grand chose. Et c'est ça qu'il faut absolument changer. Il faut changer complètement le logiciel de l'agriculture française. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'au font nos dirigeants depuis des années. C'est pas que maintenant, parce qu'évidemment, c'est facile de prendre le bouc émissaire du gouvernement actuel. Il vient d'être nommé. Ça fait des années que ça dure, bien entendu, et qui pourra prendre le taureau par les cornes? Il faudra déjà avoir une vraie majorité à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc ça prendra encore malheureusement des années. Et sur ce, alors voilà, ce fameux Mercosur. Alors de quoi s'agit-il? Donc le Mercosur, c'est une zone de libre-échange, hein, pour faire simple, donc avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie, donc des pays d'Amérique latine, bien entendu, comme vous le comprenez, à peu près 800 millions de personnes. Alors ce qui est fou, c'est que j'ai regardé dans le détail, parce que ça fait longtemps qu'on attend parler de cet accord. Donc cet accord a commencé à être négocié en 2000. Vous vous rendez compte, ça fait 24 ans, il n'est toujours pas signé. Alors c'est ça qui est complètement fou, on a suspendu les négociations, après on a repris en 2013, et on a trouvé donc un accord donc, en juin 2019, et puis depuis, toujours rien, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, donc ça montre aussi l'efficacité de l'Union européenne. Et regardez bien, on est en train de se tirer dans les pattes, on voit bien le jeu d'Emmanuel Macron, il dit « Ah non, mais moi je suis contre, je veux pas que ça fonctionne, etc. » Les Allemands sont pour, les Espagnols sont pour, d'autres pays sont pour, d'autres pays, notamment la France, sont contre, mais c'est quand même eux qui l'ont négocié également. Donc, ce n'est pas clair, et donc là aussi ça crée des tensions au sein de l'Union européenne, et c'est ça qui peut justement faire exploser la zone euro. Alors, en plus, le pire, c'est quoi ces accords? C'est en fait une réduction des droits de douane. Par exemple, aujourd'hui, sur les produits chimiques, donc les pays du Mercosur pratiquent 18% de droits de douane sur les produits chimiques, donc qu'ils importent donc en provenance de l'Union européenne, 27% pour le vin, 35% pour les voitures. Voilà. Donc, a priori, ça limite effectivement nos exportations vers ces pays-là. On a un très léger excédent, j'ai regardé les chiffres, on a 200 millions, c'est pas grand-chose, hein, d'excédent, nous, la France, par rapport à l'Amérique latine. Donc, c'est pas évidemment génial. Alors, en échange de cela, ils vont pouvoir exporter davantage, notamment de la viande bovine. C'est là où, évidemment, ça bloque au niveau de l'agriculture française. Mais alors, je suis tombé sur une étude de la Commission européenne, ce qu'on appelle une étude d'impact, et j'ai dû lire 3 fois la phrase, parce que, regardez bien, donc, en fait, donc, la Commission européenne a commandé une étude d'impact pour savoir qu'est-ce que ça va nous apporter en termes de croissance. Attendez, vous êtes bien assis, regardez bien. Ça va engendrer 0,1% de croissance supplémentaire dans l'Union européenne à l'horizon de 2032. Pour l'Union européenne, 0,1% de croissance. Tout ça pour ça, même pour les pays du Mercosur, ça va ramener 0,3%. Donc soyons sérieux, hein. Donc, on voit bien que cet accord, il ne sert pas à grand-chose. Alors peut-être que ça pourra servir ici ou là, bien entendu, hein. Mais néanmoins, on se rend bien compte que finalement, il y a d'autres enjeux. Donc c'est typiquement le bouc émissaire. Voilà, comme encore une fois, Poutine, Trump, maintenant, c'est le Mercosur. Pour ne pas dire que nos problèmes viennent de chez nous, nous devons nous responsabiliser. Ce qui se passe en France est lié aux erreurs stratégiques de nos dirigeants qui n'ont pas arrêté justement de dépenser n'importe comment et de sacrifier finalement et l'industrie et l'agriculture. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous payons autant. Et c'est en cela que la zone euro est en danger, je dirais, de vie ou de mort, comme préféré, c'est la même chose finalement, sachant que la zone euro n'a jamais été finalisée. Donc bonjour, vous avez entendu les commentaires de cet économiste. Comme je le dis, j'essaye de faire passer le message. Le Mercosur sert de bouc émissaire, comme il l'a bien dit Trump,
Poutine, le CETA, etc., etc. On a une grosse partie du problème qui vient de nous, de notre profession, de notre agricole, de notre interprofession, de notre syndicat, des réformes qu'on n'a pas su prendre et on n'a pas des chefs d'État à la hauteur, quelle que soit la politique de l'Union européenne qui est catastrophique. L'Union européenne y a fait allusion, elle a été conduite n'importe comment, mais l'Union européenne c'est qui? C'est des chefs d'État et de gouvernement. Alors, je voudrais préciser plusieurs choses. D'abord, contrairement à ce qu'on nous dit, en Allemagne et dans les autres pays, les agriculteurs ou même la population, ils sont contre le Mercosur. Le Mercosur, le DBV, le syndicat allemand, est contre. On arrive, quand on va voir sur la presse étrangère, que les autres sont contre aussi. Simplement, ils ne sont pas mis en avant dans les médias. Précisez également que ça représente quelques pourcentages, ce qui va venir du Mercosur, ce qui est prévu dans les échanges. Sur 42 millions de tonnes consommées en Europe de viande, c'est quasiment peanuts. Sauf que ça risque de faire un prix d'appel à la baisse pour nos industriels et les centrales d'achat. Ça, c'est le phénomène important, c'est que ces traités-là de libre-échange, ils servent de moins-disant social pour ne pas nous payer. Mais c'est un bouc émissaire, c'est l'arbre qui cache toute la forêt. Alors, devrait-il être signé? Si des gens étaient dignes de ce nom, ils parlent de la majorité qualifiée, mais moi je vais vous parler d'un autre truc beaucoup plus simple que ça. Il y a mise en danger, il y a mise en danger de la vie des gens. On a 2 suicides par jour en France, c'est pareil en Allemagne et dans les autres pays d'agriculteurs, et ce depuis très longtemps, depuis avant 2009. C'est un massacre au niveau de la paysannerie, c'est un agricide. Donc dans la mesure où ça déséquilibre l'économie, les échanges, et que ça met en situation de danger des populations qui sont des agriculteurs qui se pendent, bah l'accord, s'il était raisonnable, il ne devrait pas le signer. Mais quand je dis il ne devrait pas le signer, idem pour le CETA, idem pour tous ceux qu'il y a eu avant. Voilà. Une parenthèse là-dessus. Les manifestations, comme chaque année, ils vont sur les routes, ils vont chez les préfets déverser du fumier. Là, j'ai vu que certains commençaient à aller à la grande distribution, mais ils ne viennent jamais demander des comptes aux responsables, à ceux qui sont partis avec la caisse. Oui, je dis bien ceux qui sont partis avec la caisse des paysans, c'est-à-dire les coopératives et les industriels privés, qui, je vous le rappelle, font la facture. Ce n'est pas l'agriculteur qui fait la facture, c'est l'industrie agroalimentaire. Et là, personne va leur demander des comptes, personne va les manifester. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on leur doit de l'argent. Nos comptes ne sont pas à jour, on est débiteurs dans nos coopératives. Donc si on leur demande des comptes, ils vont nous dire commence par payer ce que tu nous dois. Voilà. L'agriculteur est attaché et prisonnier de l'industrie agroalimentaire. Et si on va protester, c'est quelque chose dont je peux vous parler, que je connais bien, les gens sont virés. Ils n'ont plus de canards, plus de poulets, ils n'ont plus de collecte laitière. Les bâtiments sont vides, ils sont virés. Voilà. Ça veut dire que normalement, c'est nous les patrons, mais les clés du camion, elles ont été prises par nos industriels. Et donc, nous ne sommes plus les patrons. Nous sommes les petits soldats de ces gens-là. C'est ça la vérité. Et chaque année, vous voyez les paysans qui reviennent manifester, vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a rien qui bouge. Ça ne peut pas bouger. Parce que le problème, il est chez nous. On est tenu par nos acheteurs, par les industriels. Il n'y a pas de répartition de la valeur ajoutée. Donc vous pouvez faire le blabla que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec Ursula von der Leyen. Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy. Ça n'a rien à voir avec le chancelier allemand. C'est propre à notre métier, ça. Le carnet de factures, il est à l'industrie agroalimentaire. Nous produisons des denrées agricoles que les industriels appellent du minerai. C'est eux qui ont la main sur les paysans. Donc personne ne va les manifester là. Vous avez qu'à bien remarquer. Parce que si vous allez manifester là, ils vont vous couper les vives. Ils ne vont plus collecter le lait. Comprenez ça? Donc ça, personne ne va vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Mais personne ne va venir vous le dire sur les plateaux, ça.
C'est interdit de parler de ça, sachant que ces structures-là sont gérées de façon directe ou indirecte par des gens du syndicat. Le ver est dans le fruit. Donc c'est sûr que pour emmener, manipuler les gens, la population, les petits soldats, eh ben ils vont à Bruxelles, ils vont embêter Macron, ils vont aller embêter un ministre, ils vont aller bloquer Édouard Leclerc, ils vont aller bloquer Super U, ils vont bloquer une autoroute, ils vont bloquer le préfet. Il n'y a qu'un endroit qu'ils ne vont pas. C'est chez la personne qui a la main sur les paysans, qui a le carnet de factures, qui gère les volumes, les importations, les exportations, les vides sanitaires dans les hors-sols, et qui rédige la facture. Et qui tient la paysannerie en France et dans le monde d'une main de fer. Ça s'appelle l'industrie agroalimentaire. Et beaucoup d'hommes politiques ont de l'argent de mis, sont actionnaires de ces entreprises de l'agroalimentaire. Donc je vous laisse comprendre l'ampleur du problème, pourquoi vous voyez les tracteurs défiler chaque année et qu'il ne se passe rien. C'est la raison pour laquelle, si les consommateurs payent plus cher, vous voyez toujours les paysans manifester, vous dites, ah là vraiment, j'y comprends plus rien. Les prix ont augmenté et ils gueulent toujours, ces paysans. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ben, revenez à la source. Revenez à la source. Les gens qui viennent chercher la marchandise dans les fermes tiennent les paysans. Tiennent les paysans. Les paysans sont traités comme des gueux. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Parce que le mal, il est dans la profession. Alors, ce que je vous dis, idem en Allemagne, idem en Hollande, idem, c'est pas propre à la France. Hein. Simplement, il y en a qui ont trouvé des solutions pour atténuer ça. Il y en a deux. Il y a les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui sont des lois qui ont été faites par le gouvernement, il faut le remercier. De façon directe et indirecte, les premières sont venues en 2004. Là, on ne peut pas cracher sur les gouvernements, ils ont fait des choses. Ça avance lentement, les élus, les maires les mettent en application, mais de façon pas assez rapide. Bon, attention que dans ces projets-là, les coopératives ne s'engouffrent pas là-dedans. Il faut que ça reste bien à l'échelon local, des AMAP, et les paysans reprennent la facture. Le point central, il est là. L'agriculteur doit reprendre la facture. Nous devons nous serrer la main avec les consommateurs. Nous devons serrer la main au maire de la commune, au président de la métropole, de la communauté de communes. Nous devons leur serrer la main. Nous devons avoir des petites organisations de producteurs pour garder notre facturation et la gestion des volumes. À partir du moment qu'on n'a plus la facture, c'est terminé. C'est terminé. Sur tout ce qui est échange à l'international et tout ce qu'on peut faire, là, il faut le faire comme le font les fruitières, comme ils l'ont fait au Canada avec des organisations de producteurs indépendantes. Quand vous me mettez des commentaires, je vous ai déjà répondu. Brexit, Brexit, comme en Angleterre, Frexit, Frexit. Je l'ai déjà dit, je me répète. Les PAT, les projets alimentaires territoriaux, Brexit ou pas Brexit, Frexit, pardon, ou pas Frexit, ça ne changera rien. Vous allez sortir de l'Union européenne, vous allez revenir au franc, si vous voulez. Renseignez-vous en Angleterre. Renseignez-vous. Est-ce qu'ils ont repris leur carnet de factures, les Anglais? Là, moi, je vous parle de revenir sur du local, de reprendre sa facture. Qu'elle soit en francs ou en euros, il faut reprendre sa facture. Sinon, vous n'aurez pas la marge. Vous pouvez facturer des francs, ça ne changera rien. C'est la marge qui compte. C'est ce qui reste à la fin du mois. C'est d'avoir le pouvoir de décision, de gérer nous-mêmes nos volumes et la facture. Sur le commerce international, vous pouvez faire le Frexit. C'est la nature des échanges, la nature du commerce qui conditionne la vie ou la mort des paysans. C'est ça qui conditionne la marge. C'est pas Frexit, ça conditionne pas la marge. Quand il y a eu le Commonwealth, on n'était pas dans l'Union européenne, il n'y avait pas Maastricht. Puis les paysans qui faisaient des moutons, ils sont morts. Au Canada, ils ont un traité de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. Ils ont mis en place une gestion avec une organisation de producteurs, même en traité de libre-échange. Et ils ne sont pas sortis de la zone de libre-échange. C'est des décisions nationales, politiques. Frexit, c'est des éléments de langage qui ont été utilisés par des gens, il y a déjà des années, qui ont monté des partis politiques pour se faire un business personnel. Allez au fond des choses.
Demain matin, il y a le Frexit, demain matin. Que se passe-t-il le mois d'après pour un livreur de lait à Lactalis, à Sodial, à la laiterie Belle? Concrètement, il reprend sa facture avec le Frexit? Rien du tout. Ça change rien du tout. Producteur de viande, Bigard, il reprend la facture avec le Frexit? On facture en francs. Qui facture en francs? C'est Bigard qui facture. Vous avez votre marge avec le Frexit? Rien, ça change rien. Le commerce à l'international, c'est les mesures, vous avez vu ce qu'il a montré. Les taxations, les droits de douane. C'est quoi l'accord de libre-échange avec le Mercosur? C'est pour enlever les droits de douane, vous avez vu. On est dans une économie mondialisée, libéralisée. Vous avez vu les autres? Ils mettent des taxes, ils mettent des droits de douane. Pourtant, on est dans une économie libéralisée. Il n'y a pas le droit, normalement, je croyais, de mettre des taxes. Ben, ils le font. Les Japonais, avec le riz, comment ils font? Et alors? Il y a quelqu'un qui leur a dit quelque chose? Personne. Les États-Unis, ils font comment? Et les Chinois, ils font comment? Et ils signent bien des accords de libre-échange avec les États-Unis et le monde entier, les Chinois. Donc, attention aux slogans, les formules rapides de ceux qui vous les envoient à des fins personnelles et politiques. Vous leur demandez à ces gens-là combien ils se prélèvent mensuellement, de quoi ils vivent, et combien d'agriculteurs ils sauvent par semaine ou par mois. Est-ce qu'ils investissent leur argent personnel, comme nous on le fait au SAMU social agricole? Demandez-leur s'ils investissent leur argent personnel pour sauver les paysans, comme on peut le faire nous avec Guy Cérès ou avec Jean-Luc sur les retraites et autres. Demandez-leur, ces gens-là qui prônent le Frexit, combien ils sauvent de paysans par semaine. Et vous allez voir, vous allez un peu mieux comprendre ce qu'ils ont derrière la tête. Ils ont monté des fan clubs personnels pour embarquer des gens dans des fausses promesses. La réalité, elle est beaucoup plus simple que ça. Donc, ne vous faites pas piéger. Allez vous renseigner comment ça se passe, que ça soit en Angleterre ou ailleurs. Renseignez-vous avec l'histoire des monnaies. Renseignez-vous. L'euro, certes, est un échec. Je n'ai pas dit que l'Union européenne fonctionnait très bien. Mais renseignez-vous en Afrique s'il y a une différence de pauvreté entre les gens qui sont au franc CFA et ceux qui ne sont pas au franc CFA. Parce qu'il y a une monnaie aussi en Afrique. Renseignez-vous si les gens qui ne sont pas dans le franc CFA, ils sont beaucoup plus riches que ceux qui y sont. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est des formules très rapides pour essayer de manipuler les gens. La vraie solution, c'est ce que je viens de dire, une partie locale, une autre partie qui est faite sous la base des échanges de la coopération qui est la charte de la Havane, qui est des échanges en coopération réciproque, et on peut faire du commerce à l'international, du bilatéral ou à 3-4 pays, tout en restant dans le modèle tel qu'on est là. C'est des chefs d'État et de gouvernement qui prennent la décision. Quand on nous dit tout est verrouillé par les traités européens et on ne peut rien faire, eh bien dites-moi donc pourquoi c'est écrit dans le fondement de constitution de l'Union européenne qu'il est interdit de racheter des dettes d'État. Interdit de racheter. La Banque centrale n'a pas le droit de racheter des dettes des États. Et la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne est très vigilante par rapport à ça, parce que le rachat des aides d'État provoque des déséquilibres après. Ça crée de l'inflation, c'est ce qu'a amené les guerres en Allemagne dans les années 20. Donc ils ne veulent pas de rachat des dettes d'État. Ça s'est fait quand même, contre les traités. La Banque centrale européenne a racheté à peu près 25% des dettes des États. La France, l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, etc. Ils ont violé les traités européens. Il y a quelqu'un qui en a parlé? Ça dérangeait quelqu'un? Ça dérangeait personne. C'est des décisions politiques. Donc ne vous faites pas manipuler, parce que quand ça les arrange, ils prennent des décisions. Quand c'est pour les pauvres, pour aider les gens pauvres, ça va beaucoup moins vite. Quand c'est pour les intérêts des plus puissants, rassurez-vous, eux, ils ont un code de la route aménagé. Je terminerai sur les normes.
ils nous baratinent avec le Mercosur et les normes. Une précision quand même, il y a des gens dans le Sud qui manifestent par rapport à des molécules qui ont été interdites en France. Je pense aux viticulteurs, je pense aux arboriculteurs, je pense aux gens qui font de la cerise. Ça, c'est une réalité. C'est une aberration européenne. C'est-à-dire que sortir des produits phytosanitaires, c'est sûrement l'avenir, mais pour ça, il faut mettre autant d'argent qu'on en a mis pour les fabriquer et pour faire tourner le business. Si on avait mis autant de milliards pour chercher des solutions alternatives, il y a longtemps qu'on serait sorti ou qu'on serait à des niveaux très faibles au niveau de l'emploi des phytosanitaires. Mais ça n'a pas été la volonté, parce que la finance a la main là-dessus. Mais je précise, je persiste et je signe, il est complètement anormal que chez nous, et je comprends les gars du Sud, n'ont pas le droit d'utiliser certains produits, et l'Italie ou l'Espagne ou d'autres, les pays du Mercosur évidemment, ont le droit de les utiliser. Hein? Alors là, on a la double peine, parce qu'on n'a pas notre facture, on est tenu par nos acheteurs coopératives, et en plus, il y a des produits qu'on ne peut pas utiliser, que les autres ont le droit d'utiliser. Donc, il est bien évident qu'il faut aller vers un modèle agricole vertueux et essayer de diminuer le plus possible ces produits phytosanitaires qui, on le sait, déclenchent des cancers. Ça, c'est pas un scoop. Donc, on peut mettre en place un autre modèle agricole, mais il faut que les règles soient appliquées les mêmes pour tous. Ça paraît logique. Je ne vois pas comment on peut avoir un code de la route en France qui ne soit pas le même entre Nice et Lille. Ça choquerait tout le monde s'il y avait un code de la route différent d'un bout à l'autre de la France. Donc je ne vois pas pourquoi en Europe, on n'a pas les mêmes règles. Et quand on importe des produits hors de France, bah évidemment, la logique c'est qu'on applique les mêmes règles. Mais, je précise, même qu'on a les mêmes normes ou qu'on n'a pas de normes, notre problème central, c'est la rémunération. Et en enlevant le Mercosur, ça ne résout pas du tout le problème, puisque les agriculteurs sont ruinés sans le Mercosur. Et l'enjeu, c'est la marge. Et la marge, je vous l'ai dit, l'industrie agroalimentaire est partie avec la caisse. Il laisse par terre la paysannerie. Et il continue de la laisser par terre. Et il continue de tenir des stands partout dans les foires agricoles. Et eux, ils vivent très bien sur le dos de la bête. Très très bien sur le dos de la bête. Et personne ne leur demande des comptes. C'est là qu'il faut aller demander des comptes. Notre argent est par là. Il ne faut pas aller secouer le préfet. Le préfet, c'est pas lui qui fait notre facture. Les écolos, c'est pas eux qui font notre facture. C'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture. C'est pas Emmanuel Macron non plus, ni Michel Barnier. Donc demandez des comptes à ceux qui sont partis avec la caisse et qui continuent d'exploiter la paysannerie. Je vous remercie, à bientôt.